Merci Cédric. Hop. Voilà, donc j'ai la chance de pouvoir vous parler un petit peu de Keycloak, où j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu dessus, dans un projet, à travers un projet européen. Donc, si vous voulez vous amuser, il y a une photo des membres du consortium du projet européen. Si vous me trouvez, vous pouvez le dire à Cédric, ça l'aidera bien. Euh, bon, basiquement, c'est assez intéressant les projets, de façon générale, les projets européens. Ça permet de souvent toucher à beaucoup de logiciels libres, open source, d'avoir des très bons échanges avec souvent des centres de recherche sur tout ce qui est l'utilisation justement du logiciel open source, avec des cas toujours assez concrets d'utilisation. Donc ici, c'est le projet qu'on appelle Lexis, dont le but est donc financé par l'Europe suite à un appel d'offres avec des partenaires divers et variés dans l'Europe. Bon, vous pourrez revoir sur les slides, avec des partenaires donc en Italie, en Allemagne, en République tchèque, en Angleterre, en France avec le CA, bref. L'idée là-dedans, c'est sur des plateformes qu'on appelle supercomputing, donc avec énormément de puissance CPU et de puissance mémoire, d'être capable de fédérer ces plateformes. Par exemple, on peut avoir une plateforme typiquement à IT4I en République tchèque qui veut fédérer une partie de son infrastructure avec le centre LRZ qui est en Allemagne, pour pouvoir mettre en commun les ressources et faire tourner les algorithmes pour avoir des données au plus rapide. Donc, tout ce qui concerne les données météo, de tremblements de terre, tsunami, voire même des cas très concrets dans l'aéronautique, quand on veut étudier faire de la simulation sur les machines, les turbines ou les boîtes de vitesse pour les turbines, c'est assez coûteux et ça peut être bien de pouvoir bénéficier de cette mutualisation de ressources. L'idée étant aussi de pouvoir avoir de l'optimisation sur des algorithmes en fonction des CPU, GPU ou autres, mais aussi de pouvoir découper un petit peu qu'est-ce qui peut être, on va dire, cloudifié et qu'est-ce qui a vraiment besoin intensément de CPU et de mémoire avec des accès disques super rapides. Et qu'est-ce qui en a moins besoin. Donc, c'est un petit peu l'idée du projet. Moi, je fais partie d'Outpost, qui est plutôt dans la recherche de vulnérabilité. On produit des outils pour aider à la recherche de vulnérabilité sur une infrastructure, alors qu'elle soit cloud ou autre, virtuelle, physique. On a même des agents pour les PC nomades, etc. L'idée étant de pouvoir mettre des priorités sur les risques pour pouvoir gérer tout ça. Donc, on est full stack, on produit également des services pour la conformité, des services de tests d'intrusion, des tableaux de bord, etc. Pour donner un bon aperçu global de la sécurité, parce que la sécurité, il ne faut pas se focaliser sur un point. C'est un petit peu comme votre maison. Si vous vous focalisez sur la porte d'entrée, que vous mettez une porte blindée, mais que vous êtes au rez-de-chaussée avec les fenêtres ouvertes, bah, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc voilà, il faut avoir une vue globale sur la sécurité et c'est ce que fait ma société. Maintenant que j'ai fait cette petite présentation, on peut passer au sujet intéressant. J'espère que c'était pas trop long. Donc, sur ce projet Lexis, on avait pour but de pouvoir distribuer donc des calculs sur les différents centres de données. Donc à ce moment-là, on s'était dit que, comme vous pouvez le voir sur le diagramme de droite, on allait avoir besoin en gros euh, d'une API pour la gestion des données de façon assez distribuée. C'est-à-dire, quel que soit le centre de données, on puisse être capable de les localiser assez facilement et de pouvoir les prendre pour pouvoir les traiter
et faire les calculs nécessaires et redonner extraire les résultats à partir de ces calculs-là. Donc, on a identifié ce composant-là de réseau de données. Ensuite, on a identifié le composant d'orchestration et de ressources vraiment CPU et mémoire qui vont vraiment faire les calculs. Ça, c'était un deuxième point. Et après, en complément de ça, bien sûr, il nous fallait un portail pour que les utilisateurs puissent se connecter, charger leurs données, récupérer les résultats, lancer les calculs, paramétrer un peu tout ça avec même des workflows, hein, des flows d'exécution pour leur modèle. Et que tout ça soit connecté à un système centralisé et fédéré pour gérer les utilisateurs et les permissions qu'ils aient sur que ça soit sur la partie CPU, donc faire tourner les calculs ou accéder aux données. Dans un cas par exemple, d'utilisation de données dans l'aéronautique, si on laisse les données accessibles à tout le monde, certains peuvent, à partir des données, si ils font partie du domaine de compétences, être capables de retrouver le design, par exemple, d'une boîte de vitesse. En sachant les données qui sont mises en entrée et voire même les résultats, suivant les données qu'on a, on est capable de savoir à quoi on s'adresse et quel va être, en gros, le design de cette boîte de vitesse-là. Pour vous donner un exemple, ça paraît difficile, mais pour vous donner un exemple très simple, si j'ai une boîte de données où je renseigne première vitesse, deuxième vitesse, quatrième vitesse, troisième vitesse, vous allez savoir à quoi je vais faire rapport. Si je vous parle d'un embrayage dedans, vous allez voir que c'est un truc qui n'est pas forcément automatique, etc. Si j'ai pas ces données-là, vous allez en déduire d'autres conclusions. Donc, toute donnée brute comme ça, même si elle ne donne pas l'air, eh ben, elle peut permettre de récupérer des choses. Et c'est partout dans tous les domaines de la sécurité. Petite parenthèse là-dessus. Donc, nous, on s'est dit de quoi on a besoin, en fait, quels sont les prérequis de la plateforme. On savait qu'il fallait qu'on fasse du single sign-on parce que chaque module n'allait pas se réauthentifier. On voulait plutôt s'orienter sur des protocoles OAuth 2, SAML 2, parce que les briques qu'on va réutiliser, tels que EP, qui est un logiciel de IT4I, ou Istia, qui est un logiciel de Bulatos, c'est les connecteurs qu'ils ont justement pour faire de l'authentification et de l'autorisation. Donc voilà, on s'était dit même qu'on pouvait réutiliser potentiellement les utilisateurs d'un LDAP, donc soit un Open LDAP, soit un Active Directory d'un centre HPC, pour automatiquement avoir ces utilisateurs-là. Après, en fonction des contraintes de sécurité, on a eu d'autres contraintes et finalement, on a relâché cette contrainte-là puisqu'on ne pouvait pas avoir un accès équivalent dans les deux centres de supercomputing. Donc, on a fait autrement. On voulait garder aussi, nous, quelques concepts de sécurité by design. Donc, avoir, par exemple, un modèle où on ne fait pas confiance aux autres composants de l'infrastructure. Typiquement, sur le schéma de droite, vous pouvez voir qu'à chaque fois, on a une petite flèche verte qui va demander, qui relie en fait le module d'authentification et d'autorisation Lexis. Tous les autres composants vont lui parler. En fait, les autres composants vont avoir des requêtes API qui vont lui dire, ben voilà, je voudrais exécuter ci ou ça, et voici mon jeton. Et les composants vont toujours aller vérifier, ouais, c'est bien gentil, mais ton jeton, est-ce qu'il est vraiment valable et est-ce qu'il a le droit de faire ça? Donc, est-ce que typiquement, j'ai le droit d'accéder avec ces données-là, avec ce jeton-là, et est-ce que tu sais bien cet utilisateur-là? On voulait aussi respecter une sécurité et garder les choses simples. Plus on reste simple en général, et mieux ça marche. Quand on commence à mettre des choses qui sont vraiment trop complexes, c'est là où on a le plus de chances de faire d'erreurs. Voilà. Typiquement, ça, c'était
en quelques mots les prérequis qu'on a pu mettre sur le système d'entrée de jeu. Il y a eu aussi des prérequis qui sont venus un peu plus tard. Comme dans le projet, on a choisi le logiciel iRods. iRods, c'est un logiciel qui permet d'avoir rapidement un système de fichiers distribués et répliqués dans différents centres de données. Ce logiciel-là était plutôt basé sur des authentifications Kerberos. Il y avait un plugin plus ou moins expérimental qu'on a dû travailler pour pouvoir faire fonctionner notre modèle de façon générale. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est que nous, on a regardé un petit peu tout ce qui existait en open source sur les modèles, sur les modules de gestion d'identité et d'accès. Alors, il en existe pléthore. On a fait un peu le tour de pas mal, certainement pas tous, parce qu'il y a des projets naissants et qu'on les voit pas toujours. Mais on s'est orienté sur quelque chose qui commençait à être bien connu, Keycloak. On a démarré il y a plus d'1 an, donc il y avait une bonne maturité du projet. On a mis en face est-ce que quels étaient les bons points et les mauvais points, en gros. On a fait pareil sur du OpenStack Keystone. Puisque dans les deux centres de données, ils ont leur partie, on va dire, ordinateur physique, ils appellent vraiment le supercomputing. Donc ça, c'est les CPU rackés, la mémoire rackée, etc. Et en même temps, ils sont en train de développer des offres en cloud, donc principalement à base d'OpenStack. Donc on s'est dit que ça pouvait être quelque chose qui pouvait être intéressant pour nous. Mais on a trouvé quelques limitations qui sont un petit peu, on va dire, concentrées ici. On ne voulait pas trop en mettre. On a aussi essayé Unity, Cibolette, etc. Bon, au final, après avoir fait un petit peu le tour de tout, on a retenu la solution Keycloak qui nous semblait être un bon compromis et un bon candidat pour notre déploiement. Donc, maintenant qu'on a choisi un petit peu les composants, pardon, on s'est dit qu'on voulait toujours avoir une architecture assez sécurisée, puisque les centres HPC, c'est pas forcément pour ça qu'ils sont connus. Ils sont connus surtout pour leur faculté à faire des opérations de façon très rapide, euh, mais pas forcément pour ce deuxième volet-là. Donc, on a créé un petit peu de façon simple une DMZ où on s'est dit qu'on allait mettre notre VPN pour faire communiquer les centres de données et des proxys en face on va dire, des accès Internet pour pouvoir ajouter des capacités de filtrage sur les URL et puis de tests sur les injections ou autres mauvaises requêtes et mal intentionnées de certains attaquants ou utilisateurs. Ensuite, on a créé une zone plus où on a mis nos composants de façon qui nécessite un petit peu plus de sécurité. Et c'est là qu'on retrouve le composant d'authentification et d'autorisation. Celui-là, on peut lui donner un accès Internet avec un front et avec des reverse proxy qui sont mis dans une zone démilitarisée, DMZ, mais il est fortement déconseillé de les mettre carrément en frontal d'Internet. C'est des systèmes qui sont super critiques, puisqu'à partir des autorisations, si jamais on prend la main sur un système d'autorisation ou d'accès, d'authentification ou d'autorisation à des accès, eh ben on voit tout de suite qu'on pourra après se donner un peu les droits qu'on veut et on pourra faire ce qu'on voudra en toute impunité dans l'infrastructure. Donc, il faut quand même essayer de le protéger.
Et on a une troisième zone qui est la zone des centres HPC qui est placée complètement derrière les pare-feux avec en général, tant que faire se peut, seulement des connexions sortantes de cette zone-là. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui est récapitulé dans les quelques termes. On essaie toujours de garder simple sur notre design, d'avoir une surface d'attaque qui est aussi faible que possible et d'essayer un petit peu de séparer les briques. Donc, séparer les briques, c'est-à-dire que c'est un petit peu la philosophie et la pensée Linux, c'est que un programme fait une chose et une seule. S'il commence à essayer de faire ce qu'on appelle papa-maman, il y a de grandes chances qu'il le fasse, mais plus ou moins bien et puis plus ou moins longtemps. Et plus ou moins comme on le souhaite. Après, une fois on avait fait un petit peu tout ça, et en fonction des briques précédentes qu'on avait identifiées, donc du réseau de données, de la partie d'orchestration, etc., on s'est dit qu'on allait faire des permissions et avoir une matrice d'accès et d'autorisation aussi simple que possible. Elle paraît peut-être pas très simple comme ça, mais au final, on a essayé d'avoir que 3 permissions, c'est-à-dire on peut lister une donnée ou ses métadatas. Après, on peut la lire, cette donnée-là, ou on peut exécuter des permissions dessus. Alors, beaucoup de personnes disent ouais, mais il faut une troisième qui est on peut pas détruire, etc. Ou le ownership. Au final, quand on peut exécuter sur un fichier, quand on peut le lire, on peut modifier le contenu, bah, ça revient à le détruire. Il suffit que je mette que des zéros dedans et puis j'ai détruit le contenu, donc j'ai plus la donnée. Donc, c'est sur quoi nous on s'est basé pour essayer de simplifier au minimum. Et quand on regarde déjà la liste des rôles qu'on peut avoir, donc entre l'administrateur, les gens qui gèrent l'organisation, qui gèrent les projets, qui gèrent les autorisations et les accès et les simples utilisateurs, ça commence déjà à faire beaucoup. Voilà. Donc, bon, faut faire très attention ici. Si j'avais à donner un conseil, c'est essayer de faire quelque chose d'aussi simple que possible. Ne pas augmenter les permissions. C'est souvent quelque chose qu'on a tendance à faire. On se dit, ah, j'ai oublié cette permission-là, et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément super utile à la fin. Donc, essayez de limiter au maximum. Maintenant, nous, on est parti sur l'installation de Keycloak. Alors, ben, ça s'installe très bien. Quand je prends Keycloak, standalone mode, hop, paf, pip, et mon Keycloak il tourne, et je suis admin, etc. Alors maintenant, quand on dit, ben ouais, mais bon, finalement, je voudrais bien ma base MySQL là pour mon Keycloak. Et ben, c'est là que ça peut commencer à déraper. Parce que, alors, je sais pas si nous on était en avance, mais on a déployé Keycloak, on déploie un MySQL. Bah, je prends la dernière version de MySQL, super, version 9, MariaDB 9 et quelques. Et là, il n'y a plus rien qui marche. Bon, ok, on regarde un petit peu. Et on s'aperçoit que dans MariaDB 9 et quelques, et ben non, il y a une longueur qui nous interdit d'avoir des clés assez grandes pour notre Keycloak. Et donc Keycloak, il ne tournera pas avec ça. Donc passe à la version supérieure, garçon. Et ben on fait ça. Donc on change la version, on prend notre MariaDB 10 et là tout se met à tourner comme il faut. Faut aller voir un petit peu dans les fichiers de configuration pour pouvoir mettre les bons drivers. C'est différent si vous utilisez un CentOS ou un Ubuntu. Donc faites un petit peu attention à ça. Choisissez bien. Si vous voulez mettre du SSL TLS, parce qu'on ne met pas un service d'authentification avec des mots de passe qui circulent en clair, monsieur. Ça ne se fait pas. Et ben, il faut aller encore une fois prendre la bonne module dans le bon module pour la configuration de Keycloak. Donc,
juste le petit retour d'expérience ici, c'est oui, ça paraît simple, ça peut se faire simplement si vous avez un peu d'expérience déjà en la matière. Si vous débutez et que c'est la première chose, et mon conseil, c'est de partir sur des choses simples, de ne pas l'ouvrir et l'exposer sur Internet pour pas vous faire attraper votre premier kicklock par le premier euh, attaquant ou testeur venu. Euh, Prévoyez un petit peu tout ça, ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le faire. C'est pareil, après, on voulait, nous, avoir dans les tokens, donc dans les jetons qu'on passait aux différentes applications, les attributs des utilisateurs, des groupes, et pourquoi pas les rôles. Et on s'est aperçu que finalement, mettre un token de groupe ou d'utilisateur en suivant la documentation, ça se faisait assez bien. Sauf quand on a un problème, et ben, c'est pas aussi simple que ça, mais ça se trouve. Par contre, quand on veut passer un rôle sur la version qu'on avait, 6.01, et ben là, il fallait mettre en route tout un système avec un bout de code qu'il fallait modifier, mettre dans l'interface pour que tout ça, ça apparaisse bien dans le jeton. Donc, le bon côté des choses, ce que je veux dire, c'est qu'on peut y passer un peu de temps. Le bon côté des choses, c'est que c'est des projets open source qui ont une communauté qui est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de monde derrière qui sont toujours prêts à vous donner. Vous apprendrez toujours une partie ou une autre. Euh, Vous allez sur Stack Exchange, vous trouverez aussi des réponses à vos questions, etc. Et au final, vous devriez arriver à créer quelques clients pour vos applications, à créer quelques groupes où vous pourrez passer des autorisations, faire quelques attributs avec des clés valeurs, ce qui est assez intéressant, que vous pourrez mixer à la fin. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est super sympa. Euh, il faut y aller, mais sachez que ça ne sera pas un truc en 5 minutes. Donc, le mode que nous, on veut finaliser là, c'est ce qu'on appelle le mode Cross Data Center. C'est qu'en fait, il y aura des keyclocks qui vont tourner dans les deux centres de données avec un cluster de base de données réparti sur les deux centres de données et une gestion de cache avec Infinispan sur les deux centres de données. Donc, on sait déjà, on est parti assez optimiste, on va dire, on va essayer de mettre quelque chose en mode actif-actif. Donc, le mode actif-actif, c'est que quel que soit le chemin dans le schéma que vous prenez à droite ou à gauche, après quand vous sortez d'Internet, sur la droite, vous tomberez sur un proxy, un keyclock, et vous pourrez vous authentifier, accéder aux ressources, etc. Et sur la gauche, ça marchera pareil. Et s'il y a un changement qui intervient dans un des data centers, eh ben, il sera répliqué automatiquement dans le data center de l'autre. On devrait même pouvoir aussi gagner et avoir des temps de réponse qui sont un peu meilleurs. Si on est en Allemagne, eh ben on sera sur un data center en Allemagne, et si on est en République tchèque, sur le data center de République tchèque. Euh, Ce qui arrivera pour quelqu'un en France, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas pensé, mais ça peut être intéressant. Euh, donc voilà, on sait ici, nous, qu'on va avoir des défis, parce que le mode d'actif-actif comme ça, entre deux centres de données, où on va traverser un VPN, parce qu'on ne va pas faire passer nos flux en clair sur Internet. Sinon, la sécurité, c'est pas sympa. On sait qu'on va avoir des problèmes là. On va voir ce qu'on saura faire. S'il y en a que ça intéresse, on vous tiendra au courant. On est aussi sur un challenge, un défi qui est assez sympa, c'est qu'on va, en fonction du data center, on va avoir des Linux qui vont être différents. Donc, il va falloir qu'on automatise un petit peu les choses et on prévoit déjà d'avoir des problèmes entre une version Ubuntu qui va nous mettre certains paquets, qu'il faudra peut-être réinstaller manuellement parce que ça ne sera pas compatible avec des versions soit de MySQL, du cluster Galera, soit de Keycloak, tout simplement.
des choses qui vont pas marcher très bien ensemble. Typiquement, un des problèmes aussi qu'on a rencontré, c'était le JDK, SDK, Java pour Keycloak. Quand on a voulu changer, on a pris le premier et comme d'habitude, ça n'a pas marché. Donc, man Google, voilà. Quelques liens qui sont sympas. Donc pour la partie Keycloak, ben, le site, la documentation, elle ne cesse de s'améliorer depuis qu'on est dans ce projet Keycloak. Depuis la version 6 à la version 10, c'est énorme tout ce qui a été mis en plus. Les modes d'installation sont toujours les mêmes, mais ils sont beaucoup mieux documentés. Il y a un gros effort qui a été mis dessus. Les clusters Galera, c'est intéressant parce que bah, beaucoup de personnes vont certainement avoir à mettre en place ou rencontrer un cluster MySQL et c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche. J'ai mis quelques liens aussi sur l'authentification, que ce soit OAuth 2 ou SAML, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche sous le capot de la voiture. Alors, c'est par curiosité, mais c'est aussi quand vous avez des problèmes. Quand vous avez des problèmes d'installation ou de configuration ou quelque chose qui ne marche pas, il y a plusieurs solutions. Il y a un peu la devinette. Ouais, ça doit être ça qui ne marche pas, donc je vais regarder ce fichier-là. Après, il y a les logs. Les logs, c'est essayer de tracer un petit peu de façon méthodique qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez une erreur et de pouvoir corriger votre erreur en fonction de ce que vous rapportent les logs. Et après, il y a l'expérience. Voilà. Juste une dernière chose que je voudrais mentionner, c'est dans la communauté sophiapolitaine, nous avons la chance d'avoir une société qui s'appelle Janua sur toutes ces choses-là, l'identification et l'autorisation, les gestions des accès. C'est Pascal Flamand qui est à l'origine aussi un peu de ça. Donc, n'hésitez pas à demander. C'est toujours des personnes qui ont un très grand savoir et qui sont toujours plus qu'heureux de partager leurs connaissances dans ce domaine-là. Est-ce que je suis bon, Cédric? Écoute, oui, oui, oui. Pourquoi? Je suis méchant quand on respecte pas le timing, c'est ça que tu Non, non, sous-entends? mais j'avoue que j'ai pas l'horaire Non, sous t'inquiète, les il yeux. est 48, c'est-à-dire qu'on a 7 minutes de questions. Alors ça tombe bien parce que bon, il y a quelques questions qui se ressemblent, mais il y en a qui sont différentes aussi. Donc il y en a quand même pas mal liées au container. Mais on va commencer par une autre, puisque je vais faire ça de façon chronologique. Déjà, Ouais. merci à toi pour la présentation. Alors, question de Jean-François Lully. Quelle est la distance géographique des centres de données retenus? Alors là, typiquement, en kilomètres, je ne sais pas répondre. C'est un en République tchèque et un vers Munich. République tchèque, c'est Ostrava et l'autre, c'est Munich. Donc, je pense qu'il faut mettre les deux dans Google Maps et on aura Hmm. à peu près la distance. Oui, puis je pense qu'il faut plutôt se poser la question de la distance en millisecondes, en fait. Je pense que c'était la Euh, question derrière, mais. et bah, en fait, c'est là où je disais qu'on est optimiste. On part sur de l'actif-actif, mais il y a de grandes chances qu'on passe à de l'actif-passif. Bon, ça fera partie du projet. Alors, question suivante, histoire de pas. Alors, pourquoi avoir choisi. Donc, question de Mathieu Pasneau. Pourquoi avoir choisi un MySQL ou MariaDB plutôt que le Postgre recommandé de base? Nous, on Postgre, on a certains qui ont eu une mauvaise expérience. Donc, on est parti sur MySQL et dans le mode Cross Data Center Application, sur la documentation Keycloak, moi j'ai vu le cluster Galera, j'ai regardé le cluster Galera et ça me semblait très bien ce mode-là. On a déjà d'autres bases de données Postgres pour les scientifiques.
notamment pour le réseau de données, où ils ont mis des trucs avec PostGIS en plus, ça a l'air de marcher, mais il faut quand même un sacré nombre de nœuds Postgres dans leur idée. Donc ça a été un choix assez arbitraire. On n'est pas basé sur un bench de performance ou quoi que ce soit d'autre. Ok. Alors là, on va voir, j'envoie le pack de questions un peu liées à Docker. Alors ça va être un peu mélangé, j'ai pas le temps de les former tous ensemble, mais avez-vous testé, Monsieur Donat, de mettre tout ça sur... Alors, là, c'est-à-dire la question est un peu vague, parce que je sais pas si on parle juste de Keycloak, mais en gros, il y a beaucoup de questions sur quid de Keycloak sur Docker. Alors, justement, ça tombe bien parce que cet après-midi, vu qu'on a une revue du projet, on fait des démos. Et il y a quelqu'un qui dit, bah, moi, je vais tout relancer la stack Keycloak, le portail sur un Docker. Et il commence à configurer son Keycloak et il dit, bah, Fred, ça marche plus là. Ah ouais? Et ben, le conteneur Docker Keycloak marche très bien. Le conteneur MySQL marche très bien. Par contre, quand il faut aller récupérer un petit peu les logs, aller modifier un fichier de config, avec Docker, c'est pas aussi simple que ça. Parce que forcément, on peut pas faire un PS, on peut pas faire un find dans le conteneur Keycloak, dans celui qui a été récupéré là. Donc, je dirais très bien les conteneurs, mais une fois que vous avez bien stabilisé votre plateforme et vous savez ce que vous allez toucher comme configuration. Parce que aller faire un peu de debug ou autre avec des conteneurs, moi je suis pas forcément le meilleur expert et le meilleur en Docker. Hein, il y en a qui ont des choses qui vont très bien, mais moi ça me ralentit un peu. Rien que pour éditer un fichier de configuration, en fait on est obligé de sortir le fichier de configuration, de l'éditer et de le remettre dedans. Alors que sur une machine virtuelle, je fais stop, je change, start, ça marche quoi. Ok, donc je pense que du coup, là, on a... Mais Oui, puis c'est peut-être vrai que que tout les le monde kata est... containers de demain sont une bonne réponse à ça. Voilà. On a le même problème avec Datafarine, hein. Quand on a voulu regarder pour faire une microservice, en fait, c'est plein de petits trucs cachés à modifier. C'est pas juste se dire je fous tout sur Docker et ça marche. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même vachement sympa une fois que ça fonctionne. Ouais. On avait des questions sur Kubernetes, mais je pense qu'elles sont liées de toute façon. Puisque c'est une fois que c'est sur Docker que tu peux passer à Kubernetes. À moins que tu aies un point particulier à nous apporter sur Kubernetes. Je sais pas si. Je Je pense pas du Non. coup, parce que si Docker, vous y êtes Bah, pas. Alors, j'ai le temps peut-être pas encore pour une question. Alors, Mathieu Pasneau à nouveau. Autre question sur les tokens. Pourquoi chercher à compléter un token qui est, je suppose, un JWT avec des informations personnelles des groupes et des rôles? Êtes-vous au final tombé toute la mécanique Êtes-vous au final tombé Ouais, la phrase est un peu. Enfin bon, êtes-vous au final tombé dans toute la mécanique complexe de la gestion des scopes par défaut, des scopes optionnels et de la gestion du consentement des utilisateurs? Chez Plus Open IT, on a un déploiement qui cloque multi-data center sur Docker avec des volumes du déploiement continu, etc., etc. Je ne sais pas si tu as compris la question, mais. alors, pourquoi on allait voir un petit peu ces attributs-là? Tout simplement, je vous ai parlé un moment d'iRots. iRots a un plugin OpenID Connect. Le problème de ce plugin-là, c'est qu'il est expérimental et, euh, et en fait, il récupère pas tous les tokens, pas tout le token. Donc, il récupère qu'une partie. Donc, on est obligé de stocker temporairement quelques informations, en gros, localement du côté d'iRots. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de pouvoir aller récupérer les attributs et les choses comme ça. Le deuxième point, c'est quand je suis au niveau, par exemple, de l'orchestrateur ici, on m'envoie un token, très bien, mais il faut que je puisse valider que le token, par exemple, je suis monsieur Cédric Ulmer et que j'ai le droit d'accéder aux données de la société France Labs. Je peux pas juste dire au token, ben oui, c'est un token, il est valide le token, donc c'est bon, je donne accès à tout. Non, je suis obligé de pouvoir filtrer
les accès en fonction. Et donc là, l'appli, elle est bien obligée de savoir à quoi le token réfère et qu'est-ce qui est l'accès. La deuxième chose qui aurait été possible de faire, et c'est ce qui se fait notamment en fait, chez les fournisseurs cloud comme Amazon ou Azure ou Google, Oracle, c'est bon, j'ai oublié personne. C'est typiquement quand vous avez un token ou des clés qui vous arrivent sur une API Amazon, vous envoyez la requête et la requête elle-même va vous dire oui, ça c'est une opération. En fait, la requête est l'opération et va vous dire oui, ça c'est une opération qui est permise et autorisée et vous recevez en gros un oui ou non. Donc ça aurait été la deuxième façon de faire. Là, je suis obligé de couper là, Frédéric, parce que ça y est, Alors, on est arrivé vers la si tu fin. me donnes juste une minute. 30 secondes, je te donne 30 secondes. Ok, 30 secondes. Alors, il y a des gens qui introduisaient Kubernetes. Si on avait tout eu à faire tourner sur Kubernetes, en fait, on ne serait pas embêté à aller chercher un module d'identité and access management. On aurait pris des frameworks complets comme Istio. Istio est un framework qui vous amène à la fois l'authentification, les flux sécurisés entre vos modules et vos conteneurs que vous déployez dans Kubernetes, avec plein de choses. Donc c'est Istio, I-S-T-I-O. Et ça, c'est super intéressant. Mais ça marche quand vous avez que